Bonjour et bienvenue dans cette émission du 5 septembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous présente une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Le sujet portera aujourd'hui sur l'audience qui aura lieu ce jour en correctionnel suite à la plainte pour diffamation déposée par le réalisateur et les producteurs du film Hold Up contre l'AFP et notamment son directeur. Alors évidemment qu'il y a toujours quelque chose de particulier lorsqu'une cause est jugée devant un tribunal, c'est que cela n'a rien à voir avec le sens de la justice au sens large, au sens philosophique, au sens noble. Non, c'est une plainte judiciaire portant sur des éléments précis. Et vous voyez que dans sa communication, Pierre Barnerias, le réalisateur de Hold Up, demande avez-vous eu l'impression d'être bien informé par la presse au sujet du Covid ? Depuis la sortie des injections géniques présentées comme des vaccins, avez-vous eu l'impression d'être bien informé des risques éventuels de ces préparations ? Est-ce que vous vous êtes senti obligé d'avoir recours à l'injection ? Regrettez-vous, le cas échéant, d'avoir été injecté ? Et effectivement, l'AFP, nous le verrons dans cette émission, a été le fer de lance de la propagande de l'État profond et donc de l'opération criminelle menée autour du Covid, mais ça n'est pas sur ce rôle générique que porte la plainte, c'est sur des éléments extrêmement concrets, et notamment, parmi les éléments qui font l'objet de la plainte, le fait que l'AFP a décrété comme étant faux le fait qu'un projet de passeport vaccinal était en préparation avant même la crise du Covid. Manque de bol, je vous donne cet extrait datant de janvier 2021 de la journaliste Sophia Chikirou qui rapporte le résultat de ses recherches. Écoutez, c'est pas une idée nouvelle. Premièrement, il faut quand même le dire pour les gens qui nous regardent. Cette idée, moi j'ai retrouvé un document de travail de la Commission européenne qui date de mars 2019, qui travaille depuis sur l'idée d'un passeport vaccinal communautaire européen. Donc l'idée n'est pas neuve, n'est pas nouvelle, elle ne surgit pas comme ça à l'occasion. Non, mais elle ne surgit pas à l'occasion de cette pandémie. Donc c'est un projet que la Commission européenne avait déjà dans ses tiroirs et qu'elle met en œuvre depuis, avec pour but d'aboutir en 2022 à ce passeport vaccinal européen. Je rappelle qu'une des grandes spécialités du fact-checking, dans lequel évidemment l'AFP a abondamment versé, c'est de prendre des éléments de réalité et de décréter si c'est vrai ou faux, non pas en fonction de la réalité de l'information en question, mais de sa cohérence ou non avec le projet de l'État profond. Un autre élément que l'AFP a décrété comme étant faux a été cette affirmation de Pierre Barnerias, comme quoi la condition pour que les injections géniques expérimentales présentées à tort comme des vaccins reçoivent une autorisation conditionnelle et temporaire de mise sur le marché était qu'il n'y ait pas de traitement précoce efficace. Et donc l'AFP a décrété que c'était faux. Manque de bol, là encore, c'est évidemment au cœur de l'affaire, et Robert Kennedy Jr., qui est un avocat extrêmement respecté dans le domaine, a dit que bien sûr, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu cette lutte féroce, impitoyable, contre toutes les options de traitement précoce. Alors évidemment, l'AFP dit oui, mais au niveau de l'Agence européenne des médicaments, il n'y a pas cette clause. Mais étant donné que l'Agence européenne des médicaments s'inspire des décisions prises par les agences américaines, on voit qu'effectivement, la bonne foi et la vérité en l'occurrence est du côté de Pierre Barnerias. Et il y a eu, en effet, une campagne systématique de destruction de réputation sur les remèdes disponibles. Je vous renvoie par exemple à l'excellent livre de Pierre Corry, La guerre contre l'ivermectine, publié aux éditions Marco Pieter, qui est également mon éditeur, qui fait un travail remarquable autour de cette crise, et puis rappeler que la FDA, qui avait osé prétendre publiquement que l'ivermectine était un vermifuge pour des chevaux et des vaches, alors qu'il fait partie des 50 remèdes de base de l'OMS, a été condamné en justice et a admis publiquement qu'il n'aurait jamais dû prendre position sur cette question, n'étant pas habilité à donner des avis médicaux. Mais on comprend bien que cela n'a rien à voir avec l'utilité réelle du remède. Il fallait précisément réserver une niche, parce que dans le cas contraire, cela aurait entraîné l'effondrement d'une entreprise de 200 milliards de dollars
ce que j'avais annoncé évidemment sur le plateau de Hold Up au prix de millions de victimes que l'on aurait pu soigner. Alors il s'avère de surcroît, je le rappelle au passage quand même, mais que les soi-disant vaccins Covid n'ont pas été développés ou fabriqués par Pfizer et Moderna, c'est en fait le fruit d'un travail du département militaire américain, de création d'armes biologiques que sont tant le SARS-CoV-2 que l'injection génique expérimentale. C'est un projet militaire et Pfizer et Moderna se sont juste vus attribuer, si vous voulez, une licence de commercialisation sur des produits qui avaient effectivement été mis au point dans un cadre militaire et avec pour résultat une vague de destruction de l'économie réelle, un transfert de richesse à hauteur de 3 700 milliards de dollars pour les États-Unis uniquement. Tout ça, c'est une opération criminelle coordonnée que je décris moi aussi dans mes livres sur la base des sources disponibles, et puis qui a encore des répercussions en France, puisqu'on voit effectivement cette destruction, non seulement cette destruction de l'économie réelle, mais aussi cet endettement absolument insensé de l'État, qui a augmenté de plus de 1000 milliards d'euros pendant la crise Covid pour appliquer des mesures qui n'ont servi à rien et qui au contraire ont semé la destruction. Et maintenant, les sénateurs, les commissions idoines sont en train de découvrir qu'il y a un mensonge d'État absolument phénoménal, une confiscation du débat. Et donc nous sommes bien dans ce coup d'État que je dénonce également, qui a d'ores et déjà eu lieu. Alors c'est de tout cela que parlait le film Hold Up. Souvenons-nous effectivement du coup de tonnerre que ça avait été dans un paysage quelque peu déboussolé. J'avais eu l'honneur d'être invité par Pierre Barnarias pour figurer dans le film. Pierre qui est devenu un ami entre-temps, c'est vraiment une très belle personne qui a du cœur, non seulement dans le sens de la sensibilité et de la générosité, mais aussi de la vaillance et du courage. Et j'avais eu l'occasion d'énoncer un certain nombre de réalités qui, malheureusement, se sont confirmées depuis, et notamment en expliquant que du moment que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Alors j'avais reçu des pressions, comme d'autres, pour me retirer du film, pour me désolidariser du film. Ça avait été le cas de Philippe Douste-Blazy et de Monique Pinson-Charlot. Et en ce qui concerne Douste-Blazy, nous aurons la charité de ne pas rappeler certaines casseroles qu'il traîne. En ce qui me concerne, c'était absolument exclu de me retirer, déjà parce que j'assumais l'entier des propos que j'avais tenus dans le film, mais aussi parce que je ne me sens pas responsable des propos d'un film. Il ouvrait un certain nombre de perspectives qui, là encore, se sont hélas vérifiées depuis, mais c'était le travail du réalisateur, un réalisateur intègre et honnête qui faisait une proposition, et donc il n'y avait absolument aucune raison de se désolidariser. Au contraire, j'ai ressenti une forte solidarité pour ce film et le panel d'intervenants qu'il présentait, des gens de très grande qualité comme Martine Vonner, Christian Perron, 2 prix Nobel, Michael Levitt et Luc Montagnier, mais on se souvient de la campagne insensée qui s'est déchaînée contre ce film dès sa sortie, une campagne massive et multicentrique qui a conduit au fait que Vimeo, la plateforme de vidéo en ligne qui hébergeait le film, l'ait retiré, l'ait censuré, que des cagnottes aient été confisquées, et puis un travail absolument abject de propagande dans la presse, dont je vous présente un certain nombre de titres, pour rappel, pour nous rafraîchir la mémoire. En quoi Hold Up est-il un documentaire complotiste ? Ça donne tout de suite le ton. La question n'est pas « Hold Up est-il un documentaire complotiste ? Y a-t-il des éléments complotistes dans le documentaire ?» Mais non, en quoi est-il ? Donc en termes d'orientation de la pensée, on voit tout de suite dans quel registre nous nous situons. Europe 1, Hold Up, le film documentaire complotiste qui se répand sur les réseaux sociaux. Le Parisien, ah oui, alors ça on peut faire confiance aux Parisiens et à monsieur Bernard Arnault pour la transparence de l'information. Théorie du complot, Info, Intox, le documentaire polémique décrypté, faisons leur confiance. LCI, y a-t-il eu un Hold Up des complotistes, tant qu'à faire? Quelles sont les contre-vérités du film Hold Up? TV5 Monde. C'est dans l'air, ah bah oui, là aussi, digne de confiance au plus haut degré, le succès analysé par les experts de C'est dans l'air, je ne ferai pas la liste des experts de C'est dans l'air parce que ça serait un petit peu cruel à leur égard. Sur la chaîne LCI, Florian Silnicki, ce n'est pas un documentaire, c'est un torchon complotiste. AFP, Hold Up, comment expliquer la viralité du documentaire ? C'est à vous de nouveau, la mécanique du complotisme.
Pourquoi RTL, pourquoi et comment le documentaire Hold Up est devenu une affaire politique? Peut-être parce que le gouvernement a dénoncé une propagande complotiste. Ça a valu à l'international, vous voyez, même en anglais, Hold Up, French coronavirus film gives floor to the usual suspects of conspiracy. Documentaire complotiste, Hold Up, que faut-il en retenir? Peut-être qu'il y a eu une campagne de presse massive, coordonnée, plus de 600 articles et émissions ont été consacrés à Hold Up, avec bien sûr la question qui tue pour terminer, fallait-il l'interdire? On sait que c'est très dans l'air du temps. Et toujours les mêmes rengaines, coup de force complotiste, Le Temps, le torchon, alors là le terme est adéquat, qui est devenu malheureusement cet ancien quotidien de référence, avec toujours les mêmes affirmations. Un documentaire qui profite du chaos de la crise sanitaire, oui, un chaos qui n'était pas nécessaire en passant, on aurait pu la gérer bien, pour avancer des allégations douteuses, un nouveau palier dans la propagation des théories complotistes. La fabrique du mensonge. Sur France 5, quand on voit le comité éditorial de cette émission, on voit que c'est vraiment de l'inversion accusatoire la plus caractérisée. Et puis vous voyez toujours les mêmes vieilles recettes. Puis évidemment un cliché qui met Pierre particulièrement peu à son avantage, renfrogné, l'air sombre, légèrement voûté. Enfin voilà, toutes les ficelles de la propagande, en réalité la plus abjecte, mais surtout coordonnée. Alors j'avais également exprimé que la répression féroce de tout débat, ce qui a été le cas autour de ce film, mais de toutes les questions importantes, pose évidemment un énorme problème démocratique. Le consensus scientifique soi-disant en faveur des mesures de coercition présentées comme sanitaires, et qui ne l'étaient pas, a été de la pure désinformation. Les meilleurs spécialistes des meilleures universités les ont considérées d'emblée comme inefficaces, injustes, non éthiques et lourdement destructrices. Et évidemment, mais c'est à ça que sert la presse aujourd'hui. Tant que la population n'aura pas accès à une information honnête et de qualité, elle suivra aveuglément ceux qui lui mentent et la manipulent en nous conduisant à notre perte. Alors cette campagne de presse massive s'est accompagnée d'une censure impitoyable sur les réseaux sociaux. Je me suis fait supprimer définitivement mon compte LinkedIn dès le début de l'été 2020 pour avoir republié des articles scientifiques de qualité sur ce qui était en train d'arriver. Et puis on sait que Facebook également a censuré à tour de bras. Et Mark Zuckerberg vient d'admettre, face à une commission d'enquête du Parlement américain, qu'il y a eu une exigence de la Maison-Blanche vis-à-vis du groupe Meta, donc Facebook et Instagram, mais cela a valu pour tous les autres réseaux sociaux, d'instaurer une censure impitoyable de contenu même véridique, valide scientifiquement, mais surtout du débat d'idées qui nécessairement devait avoir lieu. Et Zuckerberg, au passage, a exprimé ses regrets en disant que, en y réfléchissant bien, 4 années plus tard, il n'aurait pas dû céder à cette exigence de censure, mais toujours est-il que cela a été le cas, alors que la principale source de désinformation au cours de la pandémie, comme l'ont relevé un certain nombre d'épidémiologistes du plus haut niveau de compétences, notamment dans des auditions, là encore devant le Congrès américain, a été le gouvernement américain, nos gouvernements et nos agences de santé. Alors est-il besoin de rappeler jusqu'où cela est allé? Souvenons-nous de Jérôme Salomon venant expliquer que cette épidémie, avec en réalité une létalité inférieure à 0,1%, aurait eu, c'était ses affirmations, un caractère exceptionnel pouvant être comparé à la pandémie de peste de 1347. Donc on voit bien de quel côté se situe la désinformation. J'ai fait le bilan exhaustif des données fiables dont on dispose dans mon livre « Autopsie d'un désastre ». Et donc, la spécialité de l'AFP a été, comme un maître d'école, de prendre un stylo rouge et de barrer des informations véridiques pour la plupart, mais en tout cas qui auraient dû avoir droit de citer dans le cadre d'un débat d'idées scientifiques et démocratiques autour de la crise, et donc devenir un façonneur d'opinion en décrétant ce qui était sulfureux, complotiste ou inacceptable comme idée, et évidemment avec un biais et une instrumentalisation de son pouvoir dans un sens politique qui sont proprement abjects.
Donc par exemple, on sait que Laurent Toubiana et d'autres ont demandé à pouvoir accéder au fichier national de vaccination pour voir s'il y avait un lien entre l'injection et la mortalité. Ça a été refusé, mais l'AFP manipulait en disant « mais non, c'est faux, cela n'existe pas ». Tout comme l'AFP aujourd'hui continue de nier le fait que les injections puissent, dans un certain nombre de cas, provoquer ou réactiver un certain nombre de problèmes oncologiques. Et puis alors, avec carrément des opérations crapuleuses, il faut rendre hommage à François d'avoir soulevé le lièvre d'une officine Fact and Furious, soi-disant de fact-checking, avec à sa tête un ancien barman et militaire sans aucune formation journalistique. Cette officine a tout de suite été accréditée par l'AFP pour produire évidemment de la propagande qui après a été recyclée par les autres médias dans le cadre d'un blanchiment de fausses nouvelles. Et Idriss Aberkane a fortement interpellé l'AFP. Mais voilà, on sait aujourd'hui que ce genre de réalité est totalement couvert, tout comme les autres fact-checkers de Conspiracy Watch, Tristan Mendès France, sont totalement couverts. Ils auraient dû être éjectés du paysage depuis longtemps, étant donné la gravité de leurs inconduites et des mauvaises pratiques qu'ils ont mis en œuvre, mais ils sont protégés par l'État profond et donc rien ne se passe. Alors il faut savoir que tout l'écosystème médiatique aujourd'hui est totalement subordonné à la CIA et à l'OTAN, c'est-à-dire à l'État profond américain. Corinne Lalo a donné de très nombreuses et utiles clés de lecture à ce sujet. Et en particulier dans l'architecture informationnelle mondiale, il y a en Occident aujourd'hui 3 très grandes agences de presse qui sont l'AFP, Reuters et Associated Press aux États-Unis, et qui sont vraiment les relais actifs de la propagande d'État états-unienne et mondialiste. J'ai décrit ces processus dans tout un long chapitre de mon livre « La fabrication du désastre ». Et donc l'AFP est le fer de lance au niveau mondial, un des 3 fers de lance de ces processus totalement odieux et totalement problématiques sur le plan de la probité de l'information et des processus démocratiques. Et donc je suis très heureux de cette procédure en espérant évidemment que les juges verront la gravité du problème, même dans les quelques éléments qui leur seront présentés. Et puis rappelons que cette truanderie continue, mais de plus en plus violemment si cela était possible. J'ai parlé de cette rétractation d'une étude totalement bidon, une escroquerie scientifique qui avait prétendu que l'hydroxychloroquine avait causé 17 000 décès lors de la première vague de l'épidémie de Covid-19. C'est une pure fraude, et voilà que l'Express, mais alors qui est vraiment, je crois, le plus putassier de tous les magazines, et pourtant la compétition est féroce, sous la plume d'Antoine Beau, qui a collaboré à Eddy News, vitrine de propagande des pharma en Suisse, un article osant prétendre que la rétractation de cette étude, donc complètement falsifiée, était due en réalité à l'intimidation et à du harcèlement mis en œuvre par des réseaux pro-Raoult et une sorte de procès en hérésie suscitant de vives inquiétudes chez les scientifiques. Alors c'est absolument hilarant, mais c'est d'un toupet absolument sans fin. Xavier Azalbert, directeur de la rédaction de François, a pris contact avec les responsables de la revue qui vient de rétracter cette étude en posant la question « mais avez-vous été mis sous pression par qui que ce soit ?» Et les éditeurs ont reconnu n'avoir fait l'objet d'aucune pression et de n'avoir été aucunement harcelés. Donc le journaliste de l'Express et les autres qui entonnent la même rengaine inventent une fiction, ce sont vraiment des pseudo-journalistes comme le souligne Vincent Pavant, et écrivent des foutaises sur commande. Il serait quand même temps de réfléchir à des condamnations judiciaires. Sachant que cette étude rétractée, totalement foireuse, est encore plus problématique que nous l'avions vu au premier regard, c'est-à-dire que, et je remercie évidemment Véronique Baudou, qui a fait un travail remarquable d'analyse, de contre-analyse de cette étude, d'avoir révélé qu'ils ont inventé des données, et notamment en Italie, en attribuant 1822 décès à l'hydroxychloroquine, dont je rappelle que c'est un des remèdes les plus sûrs de la pharmacopée, alors que la pharmacovigilance italienne n'en a recensé que 2.
Et donc, c'est de la truanderie à l'état pur, c'est de la fraude scientifique, qui est un vrai danger pour la science. Et heureusement, il commence à y avoir vraiment un intérêt pour faire la lumière, et je remercie et salue la sénatrice Laurence Muller-Bronn, vraiment une des rares parlementaires intègres, en questionnant aussi le rôle des universités impliquées dans cette truanderie. Et je rejoins évidemment l'analyse d'Emmanuel Darl indiquant que le pénal semble inévitable. Il s'agit de faux. Il s'agit littéralement de production de faux avec probablement une qualification d'escroquerie en bande organisée. Et donc, que fait, par exemple, la fac de Bordeaux dans cette histoire? Et pourquoi protège-t-elle Molimar, qui a été le relais de cette truanderie, le représentant de commerce sur les plateaux télé, comme s'il n'y avait aucun problème? Et pendant ce temps-là, évidemment, l'Express continue son travail de propagande hideux, par exemple, en disant une nouvelle étude a été publiée par l'IHU de Méditerranée Infection de Marseille, l'équipe du professeur Raoult, et voilà comment l'Express titre la dernière provocation de Didier Raoult. L'IHU publie une étude sur l'utilisation potentiellement illégale et non éthique de l'hydroxychloroquine, alors que l'utilisation du Plaquenil hors AMM dans le Covid n'était aucunement illégale. Et donc, voilà, est-il besoin d'insister? D'un côté, il y a un petit collectif hétéroclite composé de ratés de la vie contre les inconduites scientifiques soi-disant se déroulant à l'IHU. Puis de l'autre côté, il y a un réseau pro-Raoult harceleur, selon l'Express, composé de professeurs éminents et de chercheurs, et qui peuvent démontrer qu'il y a eu escroquerie. Enfin, tout ceci est vraiment lamentable au possible, mais c'est ce dont l'AFP a été un des fers de lance, étant donné qu'aujourd'hui, nombre de rédactions ne font que reprendre les productions fallacieuses des 3 grandes agences de presse, et c'est comme ça que tout l'écosystème est entièrement verrouillé. Alors pendant ce temps, en Allemagne, les dossiers Robert Koch Institute n'en finissent pas de faire du bruit. Vous savez qu'il y a des lanceurs d'alerte qui ont rendu public notamment des échanges de mails entre le gouvernement et cet institut qui est en quelque sorte la référence en santé publique et l'a été dans la gestion de la pandémie en Allemagne. Et que voit-on? Eh bien que toutes les décisions ont été en fait politiques et que le Robert Koch Institute s'est soumis aux instructions du gouvernement allemand qui cherchait en permanence à aggraver la situation, à la faire paraître comme étant beaucoup plus dangereuse et redoutable qu'elle l'était, à faire croire que des mesures inutiles et dommageables étaient absolument nécessaires. Enfin, on est dans de la truanderie, dans de la criminalité d'État. Et au moins en Allemagne, la presse joue son rôle. Même Die Welt, qui est un vieux quotidien conservateur, fait circuler librement ses documents pour que la population puisse se rendre compte de ce qui s'est réellement passé, mais ne comptez pas sur la France ou la Suisse ou la Belgique pour que la presse y prenne le relais, parce qu'ils sont pour l'instant totalement terrés et arc-boutés dans la défense de l'indéfendable. Sachez encore que les choses progressent. Au Kansas, l'État a porté plainte contre Pfizer, notamment en arguant que la société pharmaceutique a dissimulé des preuves dès le début de l'année 2021, montrant qu'il y avait des complications de grossesse, notamment des fausses couches, des inflammations notamment cardiaques, et donc le Kansas ne se satisfait pas du fait que Pfizer, encouragé par les gouvernements, ait truandé la population. Et on voit de manière générique ce problème que, évidemment, moi-même et les autres médias indépendants ne cessons de soulever, c'est qu'il y a une obstruction systématique de la part des autorités et des médias qui n'enquêtent plus depuis longtemps pour mettre en lumière la réalité de problèmes qui se posent, ou en tout cas pour lesquels on a de forts soupçons. Et notamment, ça la sort aux Pays-Bas ces jours-ci, de la part d'un journaliste indépendant, qu'il y a une tentative délibérée de la part des autorités de bloquer la recherche sur un éventuel lien de causalité entre mortalité et injection, exactement comme en France, exactement comme ailleurs.
Alors voilà, j'adresse vraiment tous mes vœux et toute ma bonne énergie à Pierre Barnerias. Franchement, je ne sais pas qui aurait pu supporter de subir ce qu'il a subi. Le traitement qu'on lui a infligé est odieux, détestable, restera dans l'histoire comme un exemple de lynchage médiatique, de tentative d'assassinat de réputation. Il a continué sa route. Vous savez, il a produit d'autres documentaires en cours de route, dont Les Survivantes, qui s'attaque au tabou de la pédocriminalité rituelle dans nos différents pays. Et donc, chapeau Pierre, bonne chance à toi, et espérons qu'il reste une justice en ce bas monde. Sinon, et de toute manière ce sera le cas, ça sera à nous de la faire, tôt ou tard, lorsque le temps sera venu. Si vous avez apprécié cette émission, vous avez la possibilité de soutenir mon travail en souscrivant un abonnement à partir de 1 € par mois, ou en effectuant une donation du montant de votre choix. Il est essentiel que les médias indépendants puissent poursuivre leur travail, et la bonne nouvelle, c'est que nous avons d'ores et déjà une audience cumulée infiniment supérieure à celle des médias prostitués, le problème étant évidemment que eux touchent d'abondantes subventions, sinon ils seraient morts depuis longtemps. À bientôt, je vous remercie.